futur président du Bénin. Kémy Séba, futur président du Bénin. Le panafricain Kémy Séba vient d'être arrêté en Afrique du Sud. Nous demandons aux autorités de l'AES, le président, notre capitaine Ibrahim Traoré, général Tchani et Assimi Goïta. Nous vous demandons que l'AES forme une délégation rapidement pour aller demander la liberté. Nous voulons dire au président Talon qu'il ne fait pas arrêter à la course de l'histoire. La logique dans laquelle se trouve la jeunesse africaine et le Kémy Séba dépasse le président Talon, dépasse le président sous-préfet ou en tout cas valets locaux de la France. C'était un lundi ordinaire dans les rues de Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, quand une nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans les cercles panafricanistes du monde entier. Kémy Séba, l'un des militants les plus connus et les plus controversés de la cause africaine, comparaissait ce jour-là devant les autorités judiciaires sud-africaines. Non pas pour une conférence, non pas pour une prise de parole militante, mais pour répondre d'un chef d'accusation qui a frappé d'étonnement plus d'un observateur. Séjour illégal sur le territoire sud-africain. Lundi 20 avril. Une date qui restera gravée dans les annales du mouvement panafricaniste contemporain. Ce jour-là, devant la cour de Pretoria, le destin du célèbre activiste a basculé dans une nouvelle dimension, celle d'un affrontement juridique, diplomatique et géopolitique d'une rare complexité. Kémy Séba, né Stelio Capo Chichi, franco-béninois de naissance mais aujourd'hui déchu de sa nationalité française, porteur d'un passeport diplomatique nigérien, se retrouvait ainsi au cœur d'une tempête qu'il n'avait peut-être pas pleinement anticipée ou qu'il avait au contraire parfaitement préparée selon ses soutiens. Voilà le paradoxe fascinant de cette affaire. Selon que l'on écoute ses détracteurs ou ses partisans, Kémy Séba est soit un homme pris en faute, soit un combattant piégé par ses ennemis politiques. La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre ces deux récits. Pour bien comprendre ce qui se passe à Pretoria en ce mois d'avril, il faut remonter d'abord une semaine en arrière. C'est en effet environ 7 jours avant cette comparution que l'arrestation de Kémy Séba a eu lieu sur le sol sud-africain. Les circonstances exactes de cette interpellation restent encore floues dans les médias officiels. Mais ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'activiste panafricaniste a été appréhendé et maintenu en détention. Depuis lors, il attend entre 4 murs l'examen d'une demande de libération sous caution, Tostis, dont l'audience est fixée au mercredi 29 avril. Plus d'une semaine de détention, donc pour un homme qui se définit lui-même comme un éveilleur de conscience africaine. Plus d'une semaine de détention pour quelqu'un qui possède un passeport diplomatique. Ce précieux sésame qui, dans le monde des relations internationales, confère normalement à son porteur une protection juridique et une immunité relative. Comment en est-on arrivé là? Voilà la question que se posent des milliers de sympathisants à travers le monde, du Sénégal au Bénin, du Cameroun à la France, de la diaspora africaine en Europe aux militants installés aux Amériques. L'affaire Kémy Séba est en réalité une affaire à plusieurs couches, comme un oignon que l'on pèle et dont chaque strate révèle une complexité supplémentaire. Il y a d'abord la couche judiciaire, l'accusation de séjour illégal sur le territoire sud-africain. Il y a ensuite la couche diplomatique, ce fameux passeport diplomatique nigérien, instrument puissant mais dont la validité semble avoir été dépassée selon les autorités locales. Il y a la couche internationale, le mandat d'arrêt émis par le Bénin, pays d'origine de Kémy Séba, qui l'accuse d'avoir soutenu la tentative de coup d'État de décembre dernier, une tentative avortée qui a secoué le pays et dont les répercussions continuent de se faire sentir. Et enfin, il y a la couche géopolitique, la plus profonde et sans doute la plus décisive. Les pressions croisées de la France, du Bénin, des États-Unis, du Niger et de l'Afrique du Sud elles-mêmes dans ce dossier qui dépasse largement la simple question d'un visa périmé. Parce qu'il faut être clair, personne ne pense sérieusement que Kémy Séba est en prison parce qu'il a oublié de renouveler son visa. La réalité est infiniment plus complexe. Kémy Séba est en prison parce qu'il dérange. Il dérange depuis des années des intérêts considérables, des pouvoirs établis, des réseaux financiers et politiques qui n'acceptent pas de voir remettre en cause leur domination sur le continent africain. Il est l'un de ces rares hommes qui osent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, qui osent nommer les mécanismes de la France-Afrique, qui osent dénoncer le franc CFA comme instrument de domination économique, qui osent appeler à une véritable solidarité panafricaine au-delà des frontières artificielles héritées de la colonisation. Pour tout cela, il a payé un prix élevé. Il a perdu sa nationalité française. Il a été expulsé de plusieurs pays.
Il a été surveillé, menacé, diabolisé. Et aujourd'hui, il se retrouve derrière les barreaux d'une prison sud-africaine dans l'attente d'une audience qui déterminera au moins partiellement son sort. Mais revenons aux faits bruts, ceux que les avocats et les parties prenantes ont confirmés. Kemi Seba était en Afrique du Sud avec un passeport diplomatique nigérien. Cette précision est fondamentale. Le Niger, depuis le coup d'État de juillet 2023, est gouverné par la junte militaire du général Abdourahmane Tiani, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Cette junte a développé des liens étroits avec les mouvements panafricanistes et anticolonialistes, dont Kemi Seba est l'une des figures les plus emblématiques. C'est dans ce contexte que Niamey lui a délivré un passeport diplomatique, faisant de lui d'une certaine manière un émissaire officieux du nouveau régime nigérien, ou du moins un protégé de ce régime. Ce passeport lui conférait un statut particulier, une protection partielle, mais visiblement pas suffisante pour le mettre à l'abri d'une arrestation sur le sol sud-africain. Les faits reprochés à Kemi Seba en Afrique du Sud sont donc les suivants. D'une part, avoir séjourné sur le territoire au-delà de la durée autorisée par son visa, et d'autre part, avoir tenté de quitter le territoire de manière irrégulière. Sur ce second point, les détails sont encore flous. Certaines sources évoquent le Zimbabwe comme destination supposée, d'autres mentionnent le Mozambique. Dans les deux cas, il s'agirait de pays voisins de l'Afrique du Sud, des pays dans lesquels Kemi Seba aurait pu trouver un environnement plus favorable à sa cause, des pays peut-être plus imperméables aux pressions diplomatiques extérieures. Ce que l'on comprend à travers les éléments disponibles, c'est que l'activiste avait tenté d'organiser sa sortie du territoire avant même d'être formellement interpellé, comme s'il pressentait que le filet se resserrait autour de lui. Et c'est là qu'intervient un élément crucial révélé par ses avocats. Kemi Seba aurait déposé une demande d'asile politique en Afrique du Sud avant même d'être arrêté. Avant son interpellation, selon ses défenseurs, il avait déjà anticipé la situation et pris les devants en demandant formellement la protection de l'État sud-africain. Cette révélation change considérablement la lecture de l'événement. Si cette demande a bien été déposée avant l'arrestation, cela signifie que Kemi Seba n'était pas en train de fuir au sens banal du terme. Il cherchait à se mettre en sécurité, à utiliser les mécanismes légaux internationaux pour se protéger d'une menace qu'il percevait comme réelle et imminente. Cette demande d'asile, c'est aussi une déclaration politique. Je suis un persécuté politique, je ne suis pas un criminel, je suis un homme qui se bat pour une cause juste et qui subit pour cela des représailles de la part de ceux qui se sentent menacés par ses idées. Ses avocats, dont le célèbre juriste Juan Branco, connu pour avoir défendu plusieurs personnalités africaines et militantes dans des affaires à forte dimension politique, ont immédiatement pris position. La stratégie juridique claire, opposée à l'accusation de séjour illégal, le statut de persécuté politique. En droit international, une personne qui demande l'asile ne peut pas être traitée comme un simple immigré en situation irrégulière. La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés prévoit des protections spécifiques pour les personnes qui font face à des persécutions dans leur pays d'origine. Si l'Afrique du Sud reconnaît que Kemi Seba est effectivement exposé à des risques sérieux en cas d'extradition vers le Bénin, elle serait tenue par ses obligations internationales de ne pas le remettre à Cotonou. C'est ce que les juristes appellent le principe de non-refoulement. Et c'est sur ce principe que ses défenseurs fondent leur espoir. Car le danger béninois est bien réel. Le Bénin a émis un mandat d'arrêt international contre Kemi Seba. Ce mandat l'accuse d'apologie du terrorisme et de soutien à la tentative de coup d'État de décembre dernier. Les autorités béninoises, menées par le président Patrice Talon, ont une position très claire. Elles veulent que cet homme soit jugé sur leur territoire. Et pour cela, elles seraient prêtes à aller loin. Des sources indiquent que des ministres béninois, notamment des Affaires étrangères et de la Justice, se seraient déjà déplacés à Pretoria pour exiger l'extradition de Kemi Seba. Si ces informations sont exactes, cela témoigne du niveau d'importance que le gouvernement béninois accorde à cette affaire. Ce n'est pas une simple question juridique, c'est une question politique majeure pour Cotonou. Et derrière le Bénin, il y a évidemment la France. Kemi Seba le dit lui-même depuis des années, et ses partisans le répètent à l'envi. Ce n'est pas seulement le gouvernement béninois qui veut sa peau, c'est l'ensemble du système néocolonial francophone africain, avec Paris en tête. La France, qui perd du terrain sur le continent africain depuis plusieurs années, qui a été contrainte de retirer ses troupes du Mali, du Burkina Faso, du Niger,
voit dans des hommes comme Kémy Séba des ennemis de premier ordre, des hommes qui ont contribué par leur travail de sensibilisation à créer les conditions politiques et culturelles dans lesquelles les mouvements anti-français ont pu se développer. Ce n'est pas une coïncidence si le nom de Kémy Séba revient systématiquement dans les discussions sur la montée de l'antifrançaisisme en Afrique de l'Ouest. Il est l'une des voix les plus puissantes de ce mouvement et la France, comme le Bénin, a de bonnes raisons de vouloir le réduire au silence. Voilà donc le tableau dans toute sa complexité. Un homme, Kémy Séba, arrêté en Afrique du Sud pour un motif officiellement anodin, mais dans un contexte politico-diplomatique explosif. Un pays, le Niger, qui lui a donné un passeport diplomatique mais dont la position officielle reste encore relativement discrète dans cette affaire. Un pays, le Bénin, qui réclame son extradition avec l'énergie du désespoir. Un pays, l'Afrique du Sud, qui se retrouve au centre d'un jeu diplomatique intense entre ses propres obligations légales, sa tradition de terre d'asile et les pressions extérieures considérables qu'elle subit. Et une opinion africaine et panafricaniste mondiale qui regarde cette affaire avec une anxiété croissante, en se demandant si la terre arc-en-ciel va livrer l'un des siens à ses bourreaux présumés. Parce que l'Afrique du Sud n'est pas n'importe quel pays dans cette histoire. C'est le pays qui a abrité Nelson Mandela avant qu'il ne soit lui-même emprisonné. Le pays qui a bénéficié du soutien solidaire de tout le continent africain pendant les années sombres de l'apartheid. Des pays qui n'avaient rien ont tout donné pour aider à libérer l'Afrique du Sud du joug raciste. Le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Nigeria, le Ghana et tant d'autres ont offert leur territoire, leurs ressources, parfois leur vie, pour que Nelson Mandela et ses camarades puissent un jour voir leur pays libre. Aujourd'hui, ces mêmes solidarités africaines sont invoquées par les partisans de Kémy Séba qui demandent à Pretoria de ne pas oublier sa dette envers le reste du continent. Mais l'Afrique du Sud de 2025 est un pays bien différent de celle qui sortait de l'apartheid. Le pays est dirigé par Cyril Ramaphosa, dont la gouvernance est marquée par une certaine ambivalence, coincée entre les ambitions panafricaines de l'ANC historique et les réalités économiques d'un pays qui a besoin de maintenir de bonnes relations avec l'Occident. Le gouvernement d'unité nationale qu'il a formé après les élections de 2024, qui inclut des représentants du Parti démocratique et même de certains partis liés à la communauté blanche minoritaire, témoigne de ces tensions internes. L'ANC, autrefois monolithique, est aujourd'hui fragmentée en de multiples courants, concurrencée par Julius Malema et ses combattants pour la liberté économique, par le nouveau parti de Jacob Zuma, par d'autres formations encore. Dans ce contexte politique complexe, la question de savoir comment traiter le cas Kémy Séba est loin d'être simple pour Pretoria. Il y a aussi la dimension économique et institutionnelle. L'Afrique du Sud a des traités d'extradition avec de nombreux pays, y compris probablement avec le Bénin et avec des puissances occidentales. Elle est membre de la Cour pénale internationale. Elle respecte généralement le droit international. Elle a une tradition judiciaire relativement robuste. Mais elle est aussi un pays qui traverse des difficultés économiques majeures, qui dépendent dans une certaine mesure des investissements étrangers et des bonnes relations avec les grandes puissances mondiales. Résister aux pressions de la France et du Bénin dans cette affaire aurait un coût politique et diplomatique non négligeable. Accepter d'extrader Kémy Séba aurait un coût symbolique et politique tout aussi important sur le continent africain. C'est cette équation impossible que les juges et les politiques sud-africains doivent résoudre dans les jours et les semaines qui viennent. Pendant ce temps, Kémy Séba est en prison et ses partisans, nombreux et déterminés, ne l'abandonnent pas. Depuis l'annonce de son arrestation, les réseaux sociaux africains et de la diaspora africaine se sont enflammés. Des milliers de personnes ont publié des messages de soutien, des appels à la libération, des analyses de la situation. Des organisations panafricanistes ont émis des communiqués. Des leaders d'opinion se sont exprimés. La mobilisation est réelle, même si elle n'a pas encore atteint le niveau d'un véritable mouvement de masse. Ce qui est sûr, c'est que l'arrestation de Kémy Séba n'est pas passée inaperçue et que quiconque espérait faire disparaître silencieusement cet homme encombrant a gravement sous-estimé l'ampleur de son réseau et de sa popularité. L'activiste lui-même, depuis sa cellule, a réussi à faire passer des messages. Il dénonce une cabale orchestrée contre lui, une coalition d'intérêts hostiles qui utilise l'appareil judiciaire comme arme politique. Il se pose en victime d'une persécution systémique visant à réduire au silence les voix les plus dérangeantes du panafricanisme contemporain. Que cette interprétation soit entièrement exacte ou partiellement exagérée
elle résonne avec force auprès de ses partisans. Car dans un contexte où plusieurs leaders africains ont effectivement été harcelés, emprisonnés ou même éliminés pour leurs idées et leurs actions politiques, l'idée que le système cherche à neutraliser Kémi Séba n'est pas fantaisiste. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est aussi la question du passeport. Un passeport diplomatique est un outil qui, dans les règles normales du jeu diplomatique, devrait protéger son porteur de ce type de situation. Lorsqu'un pays délivre un passeport diplomatique à quelqu'un, il assume implicitement une responsabilité envers cette personne. Si le délai de validité du séjour est dépassé, ou si d'autres irrégularités administratives surviennent, les canaux diplomatiques permettent normalement de régler cela de manière discrète et rapide. Niamey peut contacter Pretoria, les deux gouvernements s'expliquent, on régularise la situation, et voilà. Sauf que dans ce cas, cela ne s'est pas passé ainsi, soit parce que les pressions extérieures ont été trop fortes pour permettre ce type d'arrangement, soit parce que Niamey elle-même, malgré ses liens avec Kémi Séba, n'a pas voulu ou pu intervenir de manière suffisamment décisive, soit encore parce que la situation s'est détériorée trop rapidement pour que les circuits diplomatiques habituels puissent fonctionner. Ce qui est clair, c'est que le 29 avril, date de l'audience sur la libération sous caution, sera un moment décisif. Si la Cour sud-africaine accepte de libérer Kémi Séba sous caution en attendant l'examen de sa demande d'asile, cela changera considérablement la dynamique de l'affaire. Libre, il pourra s'exprimer publiquement, organiser sa défense, mobiliser ses soutiens, peser sur l'opinion internationale. Maintenu en détention, il sera fragilisé, ses avocats auront moins de latitude pour travailler et les pressions en faveur d'une extradition rapide vers le Bénin pourraient s'exercer plus efficacement. L'enjeu de cette audience est donc considérable. En attendant, les heures s'écoulent lentement dans la prison de Pretoria. Kémi Séba, l'homme qui a parcouru le continent africain de conférence en conférence, l'homme qui a harangué des foules dans des dizaines de pays, l'homme qui a écrit plusieurs livres sur la condition africaine et sur les voies de son émancipation, cet homme est aujourd'hui réduit à attendre. Attendre que la justice sud-africaine se prononce. Attendre que Niamey se décide à agir de manière plus visible. Attendre que l'opinion internationale prenne encore davantage conscience de sa situation. Attendre peut-être que la solidarité africaine qu'il a tant prêchée se manifeste concrètement en sa faveur. C'est dans ces moments d'attente que l'on mesure la véritable profondeur des convictions. Et les observateurs qui le connaissent bien sont unanimes. Kémi Séba, quelles que soient les épreuves, ne se rendra pas. La semaine qui s'est écoulée entre son arrestation et sa comparution à Pretoria a été une semaine d'une intensité rare. Dans les rues africaines, dans les forums en ligne, dans les mosquées et les églises, dans les universités et les marchés, le nom de Kémi Séba était sur toutes les lèvres. Certains le défendaient avec véhémence, affirmant qu'il était victime d'une persécution politique inique. Derrière chaque affaire politique à grande échelle, il y a toujours une bataille juridique, et celle qui se joue autour de Kémi Séba à Pretoria n'échappe pas à cette règle. La stratégie adoptée par ses avocats est à la fois audacieuse et profondément réfléchie, mêlant habilement les arguments de droit pénal, de droit international des réfugiés et de droit diplomatique. Pour comprendre pourquoi cette stratégie est pertinente et pourquoi elle a des chances de fonctionner, il faut d'abord comprendre la mécanique juridique à l'œuvre dans ce dossier. Kémi Séba est accusé de deux choses en Afrique du Sud: avoir séjourné sur le territoire au-delà de la durée autorisée et avoir tenté de quitter le pays de manière irrégulière. Ces deux accusations, prises isolément, pourraient sembler légères, presque anodines, comparées à la gravité des faits politiques qui entourent cette affaire. Mais dans le contexte d'un mandat d'arrêt international béninois et de pression diplomatique considérable, elles deviennent le terrain sur lequel se joue une bataille bien plus profonde. La décision de demander l'asile politique en Afrique du Sud est donc, selon les spécialistes qui ont analysé le dossier, un coup de maître juridique. En déposant cette demande, les avocats de Kémi Séba ont fondamentalement changé la nature de l'affaire. Au lieu d'un dossier d'immigration ordinaire, on se retrouve devant une demande de protection internationale régie par un ensemble de conventions et de protocoles auxquels l'Afrique du Sud est signataire. La Convention de Genève, le protocole de 1967, la Convention de l'OUA de 1969 sur les réfugiés en Afrique, autant d'instruments juridiques qui créent des obligations pour l'État sud-africain et qui compliquent considérablement toute tentative d'expulsion ou d'extradition rapide. Le principe fondamental du non-refoulement,
qui interdit à un État de renvoyer quelqu'un vers un territoire où il risque des persécutions, s'applique pleinement si la demande d'asile est jugée recevable. Et pour que cette demande soit recevable, il faut établir qu'il existe des craintes fondées de persécution. Or, avec un mandat d'arrêt béninois pour apologie du terrorisme et soutien à une tentative de coup d'État, les éléments pour argumenter ce risque ne manquent pas. Juan Branco, l'avocat franco-espagnol connu pour ses combats juridiques dans des affaires à forte dimension politique, est l'un des piliers de la défense de Kémi Séba. Sa présence dans ce dossier est en elle-même un signal fort. Branco n'est pas un avocat ordinaire. Il a défendu des lanceurs d'alerte, des journalistes persécutés, des militantes politiques dans plusieurs pays. Il a une connaissance approfondie du droit international et une réputation de combattant, capable de tenir face aux pressions institutionnelles les plus fortes. Son implication dans l'affaire Kémi Séba témoigne du sérieux avec lequel la défense entend mener cette bataille. Ce n'est pas une équipe qui va capituler au premier obstacle. Ce n'est pas une équipe qui acceptera une extradition sans épuiser tous les recours disponibles. Et les recours, en droit international, peuvent être nombreux et prendre du temps. C'est peut-être aussi une partie de la stratégie. Gagner du temps, mobiliser l'opinion publique mondiale, créer une situation dans laquelle livrer Kémi Séba au Bénin deviendrait politiquement trop coûteux pour l'Afrique du Sud, car le coût politique d'une extradition serait réel. L'Afrique du Sud a une tradition, une réputation, une identité forgée dans la lutte contre l'injustice. C'est le pays de Nelson Mandela, de Desmond Tutu, de Steve Biko. C'est un pays qui a bénéficié du soutien universel dans sa lutte contre l'apartheid et qui a assumé depuis lors un rôle de leadership moral sur le continent africain. Extrader Kémi Séba, c'est-à-dire livrer un militant panafricaniste à un gouvernement qui le poursuit pour ses opinions politiques, serait perçu dans une grande partie de l'Afrique et de la diaspora africaine comme une trahison des valeurs qui ont porté la lutte anti-apartheid, une trahison de la solidarité africaine. Et dans un pays où la politique intérieure est de plus en plus fragmentée, où l'ANC cherche à reconstituer son leadership moral après des années de scandales, ce type de décision pourrait avoir des répercussions électorales non négligeables. Mais si l'Afrique du Sud subit des pressions internes pour ne pas extrader Kémi Séba, elle subit également des pressions externes considérables pour faire exactement le contraire. Le Bénin n'est pas seul dans cette affaire. La France, qui a maintenu pendant des décennies une présence militaire, économique et politique au Bénin et qui continue de considérer ce pays comme faisant partie de son précaré africain, a clairement intérêt à voir Kémi Séba neutralisé. Les services de renseignement français ont depuis longtemps identifié l'activiste comme une menace à leur influence en Afrique de l'Ouest et il serait naïf de croire que Paris reste les bras croisés pendant que cette affaire se déroule. Les canaux diplomatiques entre la France et l'Afrique du Sud sont nombreux et fonctionnent. Les discussions en coulisses sont probablement intenses. Et la France n'est pas sans moyens de pression sur Pretoria. Investissements économiques, coopération dans divers domaines, relations avec les institutions financières internationales dont l'Afrique du Sud dépendent en partie pour financer ses programmes de développement. La pression américaine est également évoquée, même si elle est plus difficile à documenter. Les États-Unis, qui ont leurs propres intérêts stratégiques en Afrique subsaharienne et qui cherchent à limiter l'influence russe et chinoise sur le continent, peuvent avoir des raisons de vouloir réduire l'influence d'un homme comme Kémi Séba. Ce dernier, en effet, n'est pas seulement anti-français. Il est plus généralement anti-hégémonique, critiquant tout autant les nouvelles puissances qui cherchent à s'implanter en Afrique que les anciennes puissances coloniales. Sa vision d'une Afrique vraiment indépendante n'est pas particulièrement commode pour qui que ce soit, au nord ou à l'est. Dans ce jeu à multiples dimensions, la petite Afrique du Sud se retrouve donc au carrefour d'intérêts souvent contradictoires, devant prendre une décision qui ne pourra satisfaire tout le monde. Dans ce contexte, la stratégie de Niamey est cruciale et mérite qu'on s'y attarde. Le Niger, gouverné par la junte militaire depuis juillet 2023, a fait de la rupture avec la France et de l'affirmation de la souveraineté africaine les piliers de sa communication politique. Dans ce cadre idéologique, Kémi Séba est une figure alliée, un militant dont le discours rejoint les aspirations affichées par le régime nigérien. Lui avoir accordé un passeport diplomatique est un acte fort, un engagement politique symbolique. Mais aujourd'hui, alors que cet émissaire informel est en prison à Pretoria, que fait Niamey? Selon les informations disponibles, le Niger est en contact avec les autorités sud-africaines. Les canaux diplomatiques sont actifs, mais l'action est discrète, loin des déclarations tonitruantes. Et certains observateurs, pas les plus pessimistes, se demandent si cette discrétion n'est pas de la tiédeur.
Si Niamey, par calcul politique ou par manque de marge de manœuvre internationale, ne serait pas en train de lâcher progressivement l'homme qu'elle avait pourtant placé sous sa protection officielle. Cette question est douloureuse pour les partisans de Kémi Séba. Car si le Niger, qui lui a accordé un passeport diplomatique, ne se bat pas vraiment pour lui, qui le fera? Les autres États membres de l'Alliance des États du Sahel, cette confédération regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont exprimé des positions de solidarité panafricaniste, mais aucun n'a jusqu'ici pris de mesures concrètes et visibles en faveur de Kémi Séba. La CEDEAO, que ces pays ont quitté dans un contexte de tension, n'est évidemment pas un recours possible dans ce cas. Et l'Union africaine, souvent critiquée pour son manque de réactivité face aux violations des droits des militants politiques, n'a pas encore fait entendre sa voix de manière significative dans cette affaire. Ce vide institutionnel est révélateur d'une faiblesse profonde du panafricanisme contemporain. La difficulté à transformer les discours de solidarité en actes politiques concrets. Des milliers de personnes parlent d'unité africaine sur les réseaux sociaux, mais quand un militant de la cause africaine est en prison, les États africains sont souvent absents ou timides dans leur réaction officielle. Cette discordance entre le verbe et l'action est l'une des grandes frustrations du mouvement panafricaniste et l'affaire Kémi Séba la met cruellement en lumière. Si les États qui se réclament du panafricanisme n'utilisent pas tous les outils à leur disposition pour défendre un homme qui a consacré sa vie à cette cause, alors quel sens donner à tous les discours sur la solidarité africaine? Revenons à la salle d'audience de Pretoria, où les avocats et les procureurs s'affrontent sur le terrain juridique. Le procureur en charge du dossier a pris soin de préciser les chefs d'accusation, séparant clairement les faits reprochés en Afrique du Sud des accusations béninoises. Cette distinction est importante. L'Afrique du Sud juge Kémi Séba pour les infractions commises sur son territoire, pas pour les actes que le Bénin lui reproche. En théorie, la procédure d'asile et la procédure pénale pour séjour illégal doivent être traitées séparément. Mais dans la pratique, les deux sont inextricablement liés, et c'est précisément ce que la défense veut démontrer. On ne peut pas comprendre la situation de Kémi Séba en Afrique du Sud sans comprendre le contexte de persécution politique qui l'a amené là. La date du 29 avril pour l'audience sur la libération sous caution est donc un premier test crucial. Si la Cour accepte de libérer Kémi Séba sous caution, en attendant l'examen de sa demande d'asile, cela enverrait un signal fort. L'Afrique du Sud traite cette affaire avec sérieux. Elle respecte ses obligations internationales. Elle ne s'aligne pas mécaniquement sur les demandes du Bénin et de ses alliés. Si au contraire la liberté sous caution est refusée, cela maintiendra l'activiste dans une situation de vulnérabilité accrue et accélérera peut-être le processus vers une extradition. Dans ce cas, les avocates feront appel, la mobilisation internationale s'intensifiera et la pression sur le gouvernement sud-africain montera encore d'un cran. L'issue de cette affaire aura des implications qui dépassent largement le sort d'un seul homme. Si Kémi Séba est extradé vers le Bénin, cela enverra un message dévastateur à tous les militants africains qui s'exposent en combattant des pouvoirs politiques établis et soutenus par des puissances extérieures. Nulle terre africaine n'est sûre pour eux. Si au contraire l'asile lui est accordé, ce sera une victoire symbolique considérable pour le mouvement panafricaniste. Une preuve que les mécanismes juridiques internationaux peuvent être utilisés efficacement pour protéger des militants politiques et un camouflet pour les gouvernements qui ont cherché à le neutraliser. Ce qui est certain, c'est que personne ne reste indifférent. L'affaire Kémi Séba est devenue un miroir dans lequel l'Afrique contemple ses contradictions, ses espoirs et ses peurs. Un miroir dans lequel chaque observateur, chaque militant, chaque leader politique voit le reflet de ses propres convictions. Au-delà des salles d'audience et des chancelleries, la dimension symbolique de cette affaire continue de croître. Kémi Séba n'est pas simplement un homme en prison. Il est devenu, peut-être malgré lui et peut-être grâce à ses propres calculs, le symbole vivant d'une lutte. La lutte pour la dignité africaine, pour la souveraineté des peuples, pour le droit des Africains à choisir leur destin sans ingérence extérieure. Et comme tous les symboles puissants, son arrestation a généré une énergie considérable, une mobilisation qui transcende les frontières, les langues, les religions, les classes sociales. Des jeunes Africains qui n'avaient jamais entendu parler de lui avant son arrestation se sont mis à chercher ses vidéos, à lire ses textes, à partager son histoire. Dans l'ironie tragique de l'histoire, ceux qui ont cherché à le réduire au silence ont peut-être contribué à amplifier encore davantage sa voix et son impact. Il faut aussi parler de la dimension personnelle de cette affaire, de ce que signifie pour un être humain de se retrouver dans une telle situation.
Kémy Séba a consacré des décennies de sa vie à une cause qu'il juge juste et nécessaire. Il a payé pour cela un prix considérable, la perte de sa nationalité française, des expulsions successives de différents pays, des menaces permanentes, une vie sans véritable base fixe. Et aujourd'hui, il est en prison dans un pays étranger, loin de ses proches, attendant un jugement qui déterminera peut-être son avenir pour de longues années. Dans ces circonstances, l'humain qui se cache derrière le militant ressurgit inévitablement. Et les témoignages de ceux qui le connaissent personnellement décrivent un homme qui, malgré tout, garde sa sérénité, sa conviction, sa foi dans la cause qu'il défend. Cette résistance intérieure, si elle est authentique, était peut-être sa force la plus profonde. Les prochains jours seront décisifs. L'audience du 29 avril marquera le prochain tournant dans cette affaire. Les avocats affûtent leurs arguments. Les diplomates multiplient les contacts en coulisses. Les militants organisent la mobilisation. Et quelque part dans une cellule de Pretoria, Kémy Séba attend, avec la patience douloureuse de ceux qui savent que l'histoire est longue et que les combats importants ne se gagnent jamais en une seule bataille. Ce combat-là, en tout cas, est loin d'être terminé. Il ne fait peut-être que commencer. Ce qui ressort de l'analyse de toutes ces dimensions, juridiques, diplomatiques, politiques et symboliques, c'est que l'affaire Kémy Séba est devenue un casse-tête pour plusieurs questions fondamentales qui traversent l'Afrique contemporaine. Est-ce que les États africains sont capables de protéger leurs propres militants politiques face aux pressions des puissances extérieures? Est-ce que les mécanismes du droit international peuvent servir réellement la justice dans des affaires où les rapports de force sont aussi déséquilibrés? Est-ce que la solidarité panafricaniste, si souvent proclamée, peut se traduire en actes politiques concrets et efficaces? Est-ce que l'Afrique du Sud, héritière de la tradition de Mandela, peut résister à la tentation de l'alignement sur les intérêts des puissances occidentales? Ces questions ne trouveront pas toutes leurs réponses dans les semaines qui viennent. Certaines demanderont des années, voire des décennies, pour être véritablement tranchées. Mais l'affaire Kémy Séba aura contribué à les poser avec une force et une urgence renouvelées. En attendant, le monde panafricaniste est suspendu au sort d'un homme. Un homme qui, quelles que soient ses imperfections, quelles que soient les controverses qui ont parfois entouré ses méthodes ou ses prises de position, incarne aux yeux de millions d'Africains une aspiration légitime à plus de justice, plus de dignité, plus de respect. Une aspiration que les barreaux d'une prison sud-africaine ne peuvent pas à eux seuls étouffer. Et c'est peut-être cela finalement la leçon la plus profonde de cette affaire. Les idées ne s'emprisonnent pas, les convictions ne s'expulsent pas, et les hommes qui portent de grandes causes continuent de le faire, même derrière les murs les plus épais, même face aux pressions les plus intenses. L'histoire de l'Afrique est pleine de ces hommes et de ces femmes. Kémy Séba est peut-être en train de rejoindre cette longue et douloureuse liste. La suite nous appartient à tous.